Cédric a un tout petit peu défloré le sujet, le fait qu'on va beaucoup discuter, on va discuter de sujets très intéressants et on n'a pas énormément de temps. Donc à titre d'exemple, je vais inviter tout de suite sur scène à me rejoindre Justine Cassel et Laurence de Villers. Donc Justine Cassel est vice-doyenne de la stratégie et de l'impact technologique à l'université Carnegie Mellon. Bonjour Justine. Bonjour. Laurence est professeur à l'université de la Sorbonne, chercheur au LIMSI, spécialiste d'interaction homme-machine et en particulier de la dimension affective des choses. Justine et Laurence ont un quart d'heure pour nous parler de comprendre l'intelligence humaine. Alors, bonjour le défi. Bonjour. Donc pour commencer, peut-être pour lancer la discussion, Justine, est-ce que d'un point de vue historique, en quoi est-ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui, la question de l'intelligence artificielle est une nouveauté? Est-ce que c'est quelque chose auquel on a pensé depuis longtemps ou pas? Depuis des centaines d'années, en fait. L'histoire de l'intelligence artificielle, c'est l'histoire des automata, des agents virtuels, en quelque sens, qui étaient créés avec l'intérieur de montres. Mais en fait, je vais parler d'histoire un petit peu plus proche, parce qu'au début des années 50, il y a eu 2 séries de réunions qui ont beaucoup influencé comment on conçoit l'intelligence artificielle aujourd'hui. D'une part, un groupe de mathématiciens se sont réunis à Dartmouth College, y compris Marvin Minsky. On considère que c'est une des personnes qui a lancé l'intelligence artificielle, John McCarthy, Claude Shannon et un seul psychologue, Herb Simon. À peu près au même moment, une série de réunions se sont passées à New York et là, on a invité un champ beaucoup plus large de personnes pluridisciplinaires, y compris les anthropologues très connus Margaret Mead et son mari Gregory Bateson, psychologue J.C.R. Linkletter et encore des mathématiciens. Ce qui est intéressant, c'est qu'à Dartmouth, ils ont parlé que des maths et comment faire une machine qui pourrait penser comme nous pouvons penser. C'était une optique très cognitive. Tandis qu'à New York, c'était peut-être parce que c'était New York, ils ont parlé beaucoup plus largement sur, je vais vous citer quelques-uns des titres, les interprétations analogues et numériques de l'esprit, anthropologie et comment les ordinateurs pourraient apprendre comment apprendre, comment dériver l'éthique des sciences pures, et la différence entre comportement communicatif et communication. Je cite ces titres parce qu'ils prévisagent tellement nos préoccupations aujourd'hui. Malheureusement, ce qui a été fait à New York a été poussé de côté pour laisser place aux mathématiciens à procéder avec leur modèle de comment nous pensons. Et ce n'est que 70 ans plus tard que nous revenons aux questions d'esprit, aux questions d'interaction, aux questions de culture. Je te laisse la place de continuer. Donc pour continuer, à l'heure actuelle, on crée des machines qui sont capables de percevoir, de raisonner, de prendre des décisions. On leur donne aussi des capacités d'apprentissage de temps en temps en autonomie, seul, en interaction, pas forcément seul dans un environnement, mais en interaction avec des humains, et capable aussi d'interagir verbalement avec les humains, pour certains de détecter des émotions, voire d'en simuler, d'être empathique. Donc ces systèmes, ils sont en train de révolutionner la société et l'industrie dans de nombreux domaines, la santé, le transport, l'énergie. Mais en fait, qu'est-ce que nous créons vraiment? Nous créons des machines qui font une simulation de certains de nos comportements, mais une partie de notre intelligence est reproduite par ces machines. Ce serait narcissique de penser le contraire. Alors revenons un peu à l'humain. Qu'est-ce qu'on connaît vraiment de l'humain à l'heure actuelle? Est-ce qu'on sait qu'on a des organes qui sont autonomes? Est-ce qu'on connaît le pourcentage de ce que l'on perçoit réellement, qui est conscient? Il y a énormément de choses qui sont inconscientes. On n'a aucune connaissance
réel du substrat, de ce qu'est le substrat de la pensée. Donc on est en train de créer des machines qui ne sont pas conscientes, n'ont pas d'émotion, n'ont pas d'intention, n'ont pas de désir. Il faut relire Antonio Damasio qui parle très bien du corps et du cerveau. On est juste en train de simuler quelque chose qui serait juste le fonctionnement du cerveau et pas du tout l'utilisation du corps. Ces machines donc, sont différentes de nous, elles apprennent sans comprendre, sans sens commun, et elles peuvent être douées par contre d'une certaine autonomie relative, mais elles n'ont pas cet appétit de vie, ce conatus bien décrit par Spinoza. Oui. Alors justement, si ces machines sont désincarnées, est-ce que la vraie intelligence, ce ne serait pas plutôt de savoir comment elles peuvent interagir de façon intelligente avec les humains ? Oui, effectivement, c'est l'interaction avec ces machines qui est la partie la plus importante. L'humain, en fait, projette de façon naturelle sur ces machines autonomes des capacités humaines. Pas besoin de machines affectives. Vous avez des aspirateurs autonomes et on se pose la question de savoir s'ils connaissent la maison, on leur donne des noms, on veut s'ils sont cassés, qu'on va revoir le même. Donc il y a déjà un attachement en fait aux machines. Alors cette capacité de projection, elle est très naturelle chez l'humain qui vit en interaction sociale avec les autres, mais elle peut aussi nous empêcher de comprendre. Et on a bien entendu le début, il faut comprendre avant tout, faire comprendre. Par exemple, Sophia de Hanson Robotics qui parle à l'ONU en disant qu'elle est un robot qui comprend, etc., c'est du bluff. Il y a un script derrière pour faire ça. C'est une démonstration d'un agent qui est juste capable de synthétiser des choses, une sorte de marionnette. Et donc il faut arrêter de biaiser les choses et je pense qu'il y a cette action à avoir pour bien faire comprendre. D'autre part, les robots sociaux qu'on voudrait faire à l'interaction affective et sociale pour notre bien-être, pour la santé, par exemple l'assistance aux personnes âgées, il faut les construire en pensant à l'éthique. Il faut penser à cette surveillance de l'intimité avec la machine, de l'attachement avec la machine et cette coévolution humain-machine pose des questions éthiques. Sur le long terme, ce sont des nouvelles donnes, des nouveaux secteurs de recherche qui s'ouvrent qu'on doit faire avec l'ensemble des citoyens et en interdisciplinarité. Je suis d'accord. Et en fait, je pense que ce n'est pas coïncidence que nous lançons cette journée avec une discussion de l'intelligence humaine, parce qu'en quelque sorte, ces intelligences artificielles peuvent servir de miroir. Ils nous reflètent à nous-mêmes, peut-être un miroir noir, mais tout de même un miroir. Et c'est en regardant l'intelligence artificielle des robots, par exemple, qu'on réfléchit sur ce que nous sommes, sur ce que nous sommes devenus, et on se demande si on est content de ce qu'on devient. Et en fait, depuis longtemps, on parle de l'autonomie comme but de l'intelligence artificielle. Et est-ce un but parce que nous sommes comme ça? Comme a dit Laurence, on se connaît très mal et on n'est pas autonome. En se regardant, on se pense autonome, mais en fait, on est intrinsèquement interdépendants. On compte les uns sur les autres. On existe dans des réseaux de personnes, tant professionnels que personnels. Et sans ces réseaux, on est moins vivant, en fait. Donc, ne devrait-on pas créer des agents, des intelligences interdépendantes comme nous le sommes? Justine, il semblerait que la réponse soit dans la question. Par contre, comment faire? C'est-à-dire, comment faire pour que cette IA soit au service des relations entre les humains, plutôt que de les rendre plus difficiles? Alors, on a voulu parler de dystopie et d'utopie. Et donc, je vais commencer par la dystopie. Donc, ces agents conversationnels qu'on voit autour de nous de plus en plus dans le quotidien, Siri, Google Home, Alexa, Amazon, etc., sont pensés dans d'autres cultures d'une autre façon. Prenons l'exemple du Japon, où, à l'heure actuelle, on propose, Getbox, c'est une société, propose, qui est donnée là, en image en dessous, une sorte de Her, si vous avez vu ce film, incarné, donc par une espèce d'hologramme, le petit personnage bleu que j'appelle la fée clochette, qui est une présence quotidienne qui répond aux besoins primaires d'une personne qui vit tout seul. Donc ne pas être évidemment tout seul, être rassuré, avoir besoin d'attention, de réconfort, et cette chose-là répond à ce besoin primaire. Et quand la personne part au travail, elle continue à lui envoyer des messages. Donc c'est une publicité qu'on voit actuellement au Japon sur ces objets qui pourraient être dans notre quotidien. Donc je vous l'ai dit, Siri déjà, on l'utilise beaucoup. Google Home est en train d'arriver, mais plus tard, on l'incarne avec un visage.
aurons-nous besoin des autres humains bientôt? On peut se poser cette question. Un deuxième sujet, moi, qui m'effraie, c'est cette idée de faire parler les morts à travers ces serveurs vocaux. Qu'est-ce que c'est que cette utilisation de la technologie? Va-t-on bien proposer ces hologrammes pour des personnes qui sont décédées autour de nous? Et qu'est-ce qu'on va risquer de modifier en profondeur dans la société avec ces systèmes? Donc, ce n'est pas pour faire peur, c'est juste qu'il faut anticiper tout cela. Et je pense que cette idée de projeter de façon importante dans la société la compréhension des systèmes et de réfléchir aux conséquences fait partie du rôle des chercheurs, des entrepreneurs et des décideurs aujourd'hui. Oui, décidément. Mais en même temps, je pense que je suis un petit peu plus optimiste que Laurence. Donc, si vous regardez l'image en haut à droite, ça fait partie d'une expérience que j'ai faite avec mes étudiants. On a créé ce qu'on appelle un père virtuel, c'est-à-dire un enfant de taille réelle, intelligence artificielle, par image de synthèse. Et cet agent, cette intelligence artificielle, a été créée pour soutenir les enfants dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et complètement par hasard, on s'est rendu compte que non seulement les enfants typiques, mais également les enfants avec autisme ou Asperger profitaient bien de cet agent. En fait, les enfants autistes montraient plus de socialité, on pourrait dire, de sollicitation de ces agents, d'engagement avec ces agents, qui montraient avec leur père. Bon, ça pourrait vous effrayer, parce qu'on ne veut pas quand même consigner nos enfants à une vie passée avec des agents virtuels. Et on s'est demandé donc si on ne pourrait pas faire le transfert de ce qu'ils savaient faire avec les enfants virtuels aux enfants réels. Et on a trouvé qu'on pouvait. C'était la première technologie qui a montré un effet transfert, comme on dit, c'est-à-dire que les enfants qui utilisaient cette technologie, qui le programmaient et le contrôlaient, par la suite étaient plus sociaux avec les vrais enfants. Mais je pense que la même chose est un petit peu vraie avec nous tous, c'est-à-dire on peut avoir peur qu'on perd nos moyens, qu'on perd le savoir d'aimer. Mais n'est-il pas important de garder le savoir d'aimer? N'est-il pas important d'être rappelé de l'importance de l'interdépendance, du fait qu'il faut dépendre de quelqu'un, il faut avoir quelqu'un qui dépend de nous? Et ces agents peuvent également jouer ce rôle-là, je le pense. Je vais juste vous demander, en un mot de conclusion, peut-être d'étendre au-delà des interactions avec la personne, les aspects plus globaux au niveau de la société, les dimensions non techniques de l'intelligence artificielle. Donc une synthèse extrêmement rapide. Nous avons besoin de démystifier ce que c'est que l'intelligence artificielle auprès de tout le monde. Nous avons besoin de former. La formation, l'éducation est essentielle, de remettre au centre les valeurs de l'humain face à l'IA. Il faut éviter le déficit de confiance, mais également une confiance trop aveugle dans les machines. Les chercheurs ont commencé des initiatives. Il y a le Hub Francia, la Cerna ont fait beaucoup de rapports sur l'éthique des machines. Je pense qu'à Data IA aussi, on essaie de trouver les biais en informatique, donc munir, outiller. Il faut se rappeler qu'un certain nombre de valeurs éthiques sont importantes. Déontologie, responsabilité des concepteurs. Émancipation et responsabilité des utilisateurs. Et là, on peut faire des labos ouverts, on peut imaginer montrer, en américain on parle d'empowerment, donner la capacité de comprendre à tout à chacun ces systèmes. Se munir d'outils pour évaluer la transparence, l'explicabilité, la loyauté, la non-discrimination de ces systèmes, encourager une plus grande mixité aussi au sein de l'hémicycle qui travaille sur ces objets. Et je finirai par l'étude de la coévolution humain-machine, on vient de discuter principalement, c'est-à-dire la machine s'adaptera à l'humain, l'humain va changer certains de ses comportements, vérifions que c'est pour le bien de tous que l'on est en train de faire. Je conclurai juste par une phrase plutôt optimiste. On vit un moment assez formidable de réflexion autour de ce que nous sommes dans la société, notre interdépendance avec les autres, la solidarité qu'on peut trouver. L'intelligence artificielle, c'est aussi un formidable moteur pour arriver à être meilleurs ensemble. C'est beau ça. Oui, je suis prête à... Bon,
Cédric a dit tout à l'heure que nous sommes tous impliqués. Et si j'ai 30 secondes, je dirais véritablement, nous sommes tous impliqués. Il ne faut pas abdiquer la responsabilité pour ce que devient la technologie, ce que devient l'intelligence artificielle. Si vous demandez des ouvriers moins chers, vous aurez des robots qui prennent la place de vos ouvriers. Si vous demandez par contre des robots qui font ce qu'ils font mieux, c'est-à-dire de collaborer, coopérer avec les vrais humains, c'est ce que vous aurez. Et c'est là la frontière de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une intelligence qui nous remplace, mais une intelligence qui partage le monde avec nous. Et ce n'est que si nous tous nous impliquons dans la recherche du monde que nous voulons, que nous trouvons cette intelligence est véritable et collective et artificielle aussi. Merci beaucoup à toutes les deux.